Excuse me? Uh-huh. The police are here. They asked for you. Tell them I'll be right down. Okay. Have you ever been questioned by the authorities? Yes, on one occasion. What? I was arrested and tortured by the rebel militia after the desert uprising. Right. Well, you know the drill then. Zip it. Of course. You never heard the word Van Hoytel in your life. Got it. Okay, let's go. How may we serve you, gentlemen? Ah, Inspector Hank. By order of the Commissioner of Police of Broca Province, I hereby place you under arrest for the murder of Madame Celine Villeneuve de Goffin Taxis. I knew there was something fishy. We never got the cause of death. She's been murdered. And you think I did it. Hey! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? Ta mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% cinéma sur Radio Campus Montpellier, The Cinema Show. Ce soir, pour ma première à l'animation, je suis très bien entourée. Autour de la table, Ibtissem et Marine d'un côté et Jonathan et Marie de l'autre. Tout d'abord, comment est-ce que vous allez ce soir, la forme ? Très bien. Oui, la grande forme. Eh bien écoutez, on remercie également bien sûr à la technique ce soir Arnaud avec Déborah pour sa première à la vidéo accompagnée de Simon. Bonsoir à vous. Il y a quelques instants, on a débuté du coup l'émission avec les décors à couper le souffle de The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Et ce n'est pas un hasard puisque ce soir, Wes Anderson sera un des nôtres. Non, quand même pas. Il sera avec nous puisque... Mais ce sera un de nos sujets de débat en tout cas. Au programme aujourd'hui, Last Night in Soho de Edgar Wright ainsi que La fracture de Catherine Corsini. Et pour terminer, The French Dispatch de Wes Anderson. Nous aurons également droit à une interview de Catherine Corsini qui a été enregistrée au diagonal par Simon, Antoine et Raphaël, donc merci à eux. Et évidemment, Marie nous fera le plaisir d'animer le quiz. Mais avant toute chose, commençons par les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news, le mercato habituel ainsi qu'un petit paragraphe sur les documentaires de chanteurs et pour terminer, les tournages parisiens. On commence avec une nouvelle quelque peu décevante, le film Sans un bruit 3 qui avait déjà subi un changement de réalisateur avec le départ de John Krasinski, fondateur de la saga, va à nouveau se retrouver orphelin. Jeff Nichols, qui avait déjà rendu pourtant une partie du scénario, a décidé de quitter précipitamment le projet pour se concentrer sur un film de science-fiction, finalement. La Paramount assure cependant que les remplacements sont déjà en cours. L'actrice phare, par contre, Emily Blunt, fera pas partie du projet parce que c'est pas une suite, mais un spin-off. Et du coup, la sortie, ce serait à peu près autour de 2023. Comme le projet se retrouve orphelin, je ne sais pas si vous avez déjà vu les deux premiers films. Oui, est-ce que vous auriez pu avoir des attentes quant au réalisateur ? Alors, quand c'était Jeff Nichols à la tête du projet, oui, beaucoup, parce que c'est un cinéaste américain que j'aime énormément.
Mais là, est-ce que tu sais le projet d'ailleurs pour lequel il va ? Est-ce que c'est Alien Nation on sait pas ou non ? encore, je Parce crois. qu'il y avait un projet avorté quand Disney a racheté la Fox. Du coup, c'est peut-être ce projet-là qui va reprendre. Mais sinon, après, oui, non, je vois très peu d'intérêt à relancer un reboot ou quoi que ce soit sur cette saga qui, je trouve, déjà existait bien en tant que film seul. Ouais, c'est vrai. Je trouve que la suite était pas mal, mais un peu dispensable. Mais voilà, pas vraiment d'intérêt particulier, non. Bon, un petit retour de John Krasinski, ce serait bien, moi, je trouve, en fait. C'est le plus adéquat, je trouve, mais bon. Par contre, le mec se dit... Il lâche un film comme ça en plein milieu juste pour se dire je vais faire un autre film en fait. Le gars se barre tout simplement. D'accord, d'accord, pas de problème. Mais justement en parlant de John Krasinski, vous le connaissez peut-être d'ailleurs déjà par rapport à son rôle à The Office, mais il a beau avoir quitté Sans un bruit, et je pense pas qu'il y retournera malheureusement pour toi Marie, mais il est déjà en train de travailler sur un nouveau projet qui tournerait autour du rapport à l'enfance sous forme de comédie fantastique. Donc là c'est assez attirant. Mais cette semaine on a eu des news par rapport à ce projet, toujours pas de résumé ou quoi, mais un casting qui commence à prendre place. On aura le duo britannique de Phoebe Waller-Bridge avec Fiona Shaw, ainsi que Ryan Reynolds. Donc moi, ça me donne vraiment très envie. Moi je suis une grosse fan de The Office et Fleabag, donc hâte de voir ce que ça peut donner un petit peu mélangé, quoi. Ça va être forcément bien. Ouais, ça sent bon. Et surtout une comédie fantastique, voilà. Ça peut être pas mal. Eh bien, écoutez, pas de réaction Non. Moi, durant les news, j'apprends des choses, donc j'ai pas le temps de réagir, en fait. J'assimile l'information, tout simplement. Très bien. Bon, on va passer à la prochaine annonce, qui est encore un nouveau projet qui va se faire aux États-Unis, puisque c'est le retour de John Woo. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un réalisateur chinois, et qui fait donc son retour aux États-Unis avec un film d'action qui sera accompagné de Joel Kinnaman. Et d'après les premières rumeurs, Silent Night, du coup, ce sera le nom du film, sera un film très brutal et bruyant où il y aura très peu de dialogue. Donc voilà, moi je suis pas forcément le public de ce genre de film. Je sais pas si vous aimez les films d'action autour de la table. Le cinéma de John Woo est un cinéma assez fascinant, surtout sur sa période asiatique. Donc là, après voilà, le dernier film de John Woo n'était pas incroyable, donc à voir ce que ça peut donner, son retour à Hollywood, sachant que souvent les vieux réalisateurs qui reviennent à Hollywood, c'est jamais forcément une bonne idée, mais sait-on jamais. Ouais, il me semble que c'était 2017 son dernier film, il a fait une petite pause. C'est ça, il me semble. Je crois, ouais, je saurais pas te dire. Mais voilà, à voir. En tout cas, pour terminer avec les réalisateurs et les réalisatrices, on a eu une petite info qui fait terminer ce mercato en beauté, puisque l'actrice Emma Watson a décidé de s'essayer à la réalisation. Pour le moment, on n'a pas du tout d'informations quant au contenu de ce qu'elle est en train de tourner, mais elle est extrêmement enchantée par cette expérience. Ce serait une des plus belles qu'elle ait pu vivre grâce au cinéma, encore plus que celui d'actrice. Donc voilà, pas forcément d'informations quant au sujet du film, mais vu l'engagement politique et la culture de l'actrice, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de vraiment très intéressant. Elle a dit qu'elle se reconnaissait beaucoup en ce projet-là et que beaucoup de gens pourraient s'y reconnaître. Donc moi, personnellement, j'ai très hâte, je sais pas pour vous, mais je suis curieuse. Ça donne très envie. Hein. Voilà. Écoutez, je pense qu'on peut passer du coup à la suite. Petit sujet de débat, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour des documentaires sur les chanteurs et les chanteuses ? Mais non, Margot. Il y en a tellement encore. C'est bien ça le problème. C'est que du coup, les plateformes ne semblent pas avoir usé ce concept-là, puisqu'on va encore en avoir des nouveaux. On a eu celui du coup d'Orelsan qui est apparu mi-octobre et qui a d'ailleurs eu des très bons retours. Donc, on est plutôt optimiste au niveau du public. Mais on a aussi Angèle qui nous a annoncé son documentaire qui apparaîtra le 26 novembre sur Netflix. Et d'un autre côté, on a aussi un documentaire qui apparaîtra sur YouTube, celui de Maxence. Et du coup, voilà, pour accompagner la sortie de son album. Moi, j'ai un petit peu du mal à croire en la démarche des plateformes, que c'est vraiment une envie de créer du documentaire autour de chanteurs. J'ai surtout l'impression que c'est un petit peu du showbiz. Mais voilà, en tout cas pour Orelsan, pour le coup, c'est des images qu'il avait filmées depuis longtemps avec son frère, donc je comprends un petit peu plus le projet. Mais voilà, est-ce que vous pensez pas qu'on a un peu surexploité le concept ? Les plateformes font ça avec plein de choses. Je sais qu'ils font... Amazon notamment fait énormément de séries par exemple autour de clubs de foot ou de sport en général. C'est des choses qui marchent bien, donc je pense que là, avec ce qui s'est passé avec Orelsan, je pense que ça cartonne pas mal. Donc ils vont forcément décliner ça avec des personnes très populaires.
Donc, ouais, je pense que c'est juste une question marketing plus que artistique, mais pourquoi pas. C'est vrai que la série d'Orelsan est assez réussie. Ouais, je sais pas s'il y en a certains qui l'ont vu. Non. Je l'ai binge-watché hier. Voilà, donc c'est assez intéressant. Okay. Ça a l'air. Eh bien écoutez, je propose qu'on passe à la suite des news. On termine donc en restant en France avec le tournage de The Killer qui a débuté il y a quelques jours. Dès novembre, il a attaqué le tournage. Après John Wick, c'est au tour de The Killer de venir emprunter les paysages parisiens. Pour petit rappel, le film est inspiré d'une BD et sera réalisé par David Fincher pour Netflix. Le projet qui était initialement prévu pour la Paramount compte au casting Michael Fassbender et Tilda Swinton. Mais bon, ça fait quand même 2 grosses productions qui viennent emprunter du coup la ville de Paris pour son tournage. Je voulais un peu avoir votre avis dessus. Est-ce que vous êtes plutôt content qu'on porte de l'intérêt à la France ou est-ce que vous êtes plutôt frustré que ça se tourne qu'à Paris tout le temps, quoi ? Les deux. Ouais. Après, on a eu l'exemple avec le dernier duel qui s'est tourné. Alors, je sais plus où je vais dire une bêtise. Non, ça c'est The Patch. Ouais. Mais Ridley Scott a été tourné, alors je sais plus. Mais ceci dit, The Patch à Angoulême. Ouais, bon, je vais éviter de dire une bêtise, du coup, je vais pas le dire, mais qui a été tourné dans une région assez peu peuplée de France. C'est pas à Carcassonne ? Non, c'est pas à Carcassonne. C'est Narbonne, non ? Voilà, je ne sais pas, donc je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Je veux dire, c'est que le cinéma américain a su s'exporter en dehors de Paris en France pour aussi mettre en avant d'autres villes, donc pourquoi pas, tant mieux, tu me diras. Donc là, sur Paris, de toute façon, on est habitué à voir plein de blockbusters qui se passent à Paris, donc c'est the French touch, on va dire. C'est ça. Bah en tout cas, il y a le papier qui circule où il y a les lieux de tournage sur Twitter. Donc si certaines personnes de Paris nous écoutent et aimeraient croiser les acteurs et David Fincher, bah, renseignez-vous. En tout cas, après avoir fait le tour de ces news, je vous propose qu'on passe au débat. Cette semaine, il sera question de 3 films. Last Night in Soho, La Fracture et The French Dispatch. Vous avez l'habitude que je garde le meilleur pour la fin, mais aujourd'hui, on enfreint la règle en débutant par mon film favori de la semaine. Ah là là. Ouais, je sais que... Tu spoil ton top en fait là. Ouais, mais bref. Fallait bien que je place le meilleur pour la fin dans l'émission. C'est vrai. Edgar Wright avait déjà conquis mon cœur avec ses comédies à l'humour britannique, mais avec Last Night in Soho, il a pris le risque de sortir de sa zone de confort pour nous plonger dans les 60s à Londres. Je vous laisse découvrir ça avec la bande-annonce. What brings you down then? I'm studying London College of Fashion. Room is on the top floor. It's perfect. I love it. If I could live any place and any time, I'd live here, in London, in the 60s. Last night, I saw something in my dreams. There was a girl. And you are? Sandy. I got this kind of gift. I can see people, places, things others can't. This is the closest most people ever get to their dreams. They're not just dreams. Jack, I don't want to do this. You think you can just walk away? They really happened. What did you see? Do you believe in ghosts? I want to report a murder. You witnessed the murder last night, but you believe this was a vision from the past. The guy that killed her is still out there. I have to stop him. Where you going?
of things. You're gonna have to be more specific, love. You can't save me. Une jeune fille passionnée par la mode parvient mystérieusement à voyager dans les années 60, où elle rencontre son idole, une éblouissante chanteuse en devenir. Mais le Londres des années 60 n'est pas ce qu'il paraît et le temps semble se désagréger avec d'obscures conséquences. Eh bien écoutez, moi c'est mon film préféré, mais je vais vous laisser discuter un petit peu avant pour finir par le meilleur. Et puis Sam, si tu veux commencer par... Ça va être très bref. Je me suis endormie, mais c'est pas parce que le film était nul, c'est juste parce que j'étais très fatiguée. Par la bonne personne. Non. Margot était avec moi, j'étais très fatiguée. Le peu que j'ai vu, du coup, tout ce que je peux dire, c'est que le jeu des miroirs était intéressant. J'ai pas su ce dont il était question. J'ai pas trop compris au début si en fait c'était elle dans un autre corps ou si elle suivait quelqu'un, enfin bref. Mais voilà, c'était très joli, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Marie, je te demande donc de continuer là-dessus si tu veux bien. Alors, moi, je suis endormie, figurez-vous, donc ça devrait aller. Mais moi, j'aime beaucoup Edgar Wright, de base. Donc j'attendais beaucoup ce film. Même si je suis pas très friande des films d'horreur parce que je suis une flippette, j'avais hâte tout de même de le voir. J'ai pas du tout été déçue de l'image parce que je trouve que Edgar Wright est quelqu'un de très créatif à l'image et le film est vraiment magnifique. Ça, personne ne pourra dire le contraire, c'est très beau, les plans sont très bien construits, les couleurs, la photo, la mise en scène. La mise en scène, pardon, la mise en scène, elle est incroyable. La scène de danse avec le switch des actrices. Ça, c'était merveilleux. Incroyable. Il y a des scènes, je me demande encore comment il a fait pour que ce soit si fluide et si beau. Voilà. Ça, j'ai été époustouflée. Et le postulat de départ, l'histoire, je l'ai trouvée extrêmement intéressante. Moi, j'aime beaucoup les histoires de double, les histoires qui frôlent. On est à la frontière entre le fantastique ou le réalisme, on ne sait pas trop. C'est très prenant. Et le casting est vraiment incroyable. Moi, c'est que des acteurs que j'adore. Thomasine McKenzie, ce qui est bien, c'est que c'est des bons acteurs, mais sans être trop connus non trop plus. famous. Voilà, alors là, ils se renouvellent avec ce film un peu. Quoi. Mais ils sont extrêmement bons. Et Matt Smith aussi, je l'adore. Parce que grande fan de Doctor Who, j'adore Matt Smith. Et je trouve qu'ils sont très bons dans leur rôle. Leur costume, leur prestance, tout est hyper flamboyant à l'écran. Mais j'ai été déçue par la fin. Je trouve que la fin arrive comme un cheveu sur la soupe. Et quand... il y a une espèce de scène, je sais pas, qui clôt, un peu de révélation. Je me suis dit, moi ça faisait 1 heure que j'avais compris ça dans le film en fait. Pourquoi vous me dites ça maintenant ? C'est trop bizarre. Et en fait, je trouve que la fin est pas à la hauteur de la promesse du film, de la promesse de l'enchaînement du scénario des péripéties qui nous font tout le long du film justement. Et du coup, je suis sortie en me disant, ok, en fait. Le soufflet est retombé complètement et je m'attendais à plus incroyable, à plus extraordinaire quoi, à un truc à la Edgar Wright comme on peut le voir dans la trilogie Cornetto ou tu vois ce genre de choses. Et du coup, c'est très divertissant. J'ai passé un très bon moment, mais déçue par la fin. Je suis d'accord pour la fin. C'est vrai que c'est un peu ce qui m'a déplu dans le film. Surtout que dès l'introduction, je trouve, on t'envoie du lourd, quoi. Dès la première image, tu sais que tu vas rentrer dans un truc très esthétique, très bien maîtrisé. Donc c'est vrai que la fin, elle est un petit peu décevante. Et on discutait aussi avec Gaëlle du fait que ça dénonce... Il y a un message... un peu féministe quand même derrière, mais dans la mise en scène, il y a un souci au niveau de... On parle des femmes, on parle de ce qu'elles peuvent ressentir, on essaye d'être de leur côté, mais par exemple à l'école, la personnage principale est tout le temps en rivalité avec des femmes, pas avec des hommes. Il y a ces petits détails qui font que on n'est pas en cohérence totalement avec le message, quoi, et c'est dommage. Mais surtout, je te rejoins en fait sur pas mal d'aspects où je trouve que le film est très impressionnant dans un premier temps et se délite un petit peu au fur et à mesure au niveau de sa narration, qui fait qu'on perd le fil et que je trouve qu'il y a des séquences qui deviennent un peu grotesques, d'autres un peu gratuites. Et je trouve même que, au final, même la conclusion du film va un peu à rebours de son discours prétendu féministe du début, je trouve. C'est ça, parce il y a un moment de flottement, quoi, en fait. Hein. Et puis il y a des moments où on comprend pas, en fait, justement, où c'est qu'il veut en venir et ce qu'il veut raconter avec ça. Et parce que moi, j'aime beaucoup le début, cette espèce de... d'hommage un peu à la singularité, à l'amour de la nostalgie, le fait d'être plongé constamment dans les années 60, mais de pas avoir peur, en fait, justement, d'aimer cette nostalgie-là, quitte à être
en marge, on va dire. Moi, j'aimais bien ce côté-là, et j'aime beaucoup aussi la bascule vers l'horreur, et avec le double. Ça fait très peur, de fait. Hein. Oui, non, mais il y a quelque chose de très très beau, et qui est justement visuellement et assez maîtrisé, que ce soit dans le mouvement, dans les couleurs, dans pas mal de choses, on voit qu'il maîtrise son sujet. Mais c'est vrai que je trouve que la narration se délite petit à petit, et on bascule un peu dans le n'importe quoi, et ça finit par faire un film justement un peu au goût amer, quoi, parce qu'il y avait des promesses qui étaient quand même très très fortes, et on se retrouve avec quelque chose de je vais pas dire pas fini, mais d'inabouti. Ouais, voilà. Exactement le mot. Pas abouti. Ouais, Marine. En vrai, moi, je vais vous rejoindre sur beaucoup de choses. Hein. L'esthétique m'a beaucoup plu parce que par moments, j'avais vraiment l'impression d'être dans du Argento ou du Hitchcock, et c'est un univers que j'adore. Mais pareil, hyper déçue par la fin. Et même à la fin, je me suis dit, tiens, ça repart, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être ça va aller encore plus loin, peut-être tomber vraiment dans l'horreur un peu trash et tout. Et non, pas du tout. Et du coup, j'étais un peu frustrée et un peu déçue, mais vraiment, toute la durée du film, j'ai adoré l'histoire et le scénario et le décor. Les décors sont incroyables, donc ça va. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on sent vraiment que le cœur du réalisateur est là, quoi. Il y a énormément de références, notamment à la musique, le nombre de vinyles qui passent dans le film, c'est impressionnant. Et dans l'image aussi. Ouais. Oh là là. Même les affiches de films et tout, on sent qu'il a vraiment mis du cœur à ce projet, quoi. Oui, et puis il y a l'amour quand même du giallo et de tout ce cinéma des années 80, mais je trouve que par exemple, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce film, mais le Suspiria de Guadagnino, que j'aime bien. Je trouve que justement, j'aimais bien moi aussi cette fin qui partait complètement en cacahuète, où vraiment on lâchait les brides à 300%. Et j'aurais peut-être aimé justement que Edgar Wright peut-être parte, quitte à aller dans la fantaisie, quoi, complet, qui se lâche un peu plus, quoi, et qu'il évite de faire justement cette espèce de truc avec des twists où on n'y croit pas vraiment, et c'est un peu... Le film redevient un peu conventionnel à la fin, en fait, alors qu'il promettait quelque chose de jamais vu, presque. C'est dommage. Il a peut-être dû assumer justement ce côté un peu peut-être plus singulier, et aller au bout de son idée. Je trouve que ça donne un petit côté inachevé. Ouais. Ce que je trouvais bien aussi, c'est que le risque qu'il y avait à faire ce parallèle entre deux personnages, c'est d'en faire un beaucoup plus fort que l'autre. Et pour le coup, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Enfin, moi, je trouve que les deux personnages sont quand même attachants, et qu'ils ont tous les deux... Ah oui, ils sont extraordinaires, par contre. Oui. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé le dosage des deux personnages, en tout cas. Écoutez, quelque chose à plus à dire sur ce film Elles ont la même coupe que moi, j'étais très heureuse. Par contre, c'est impressionnant, je trouve, comme dans le film, à chaque fois qu'elle découvre quelque chose et qu'elle apprécie quelque chose, tu te dis moi aussi je devrais faire ça. C'est pas mal. Puis moi, il m'a aussi beaucoup donné envie de partir à Londres, même s'il en fait pas quelque chose de glorifié. Les images sont tellement belles que t'as envie de prendre le premier avion et partir, quoi. Écoutez, moi je trouve que Last Night in Soho, c'est quand même un appel au voyage, et que ce soit autant temporel qu'émotionnel. Edgar Wright, il a su quand même mettre en beauté comme en horreur un Londres étouffant et lumineux grâce à un fabuleux casting. Donc voilà, moi j'ai quand même hâte de voir ce qu'il peut nous réserver pour la suite. Du coup, il a quand même vachement changé de registre avec ce film-là, donc je sais pas qu'est-ce que vous pourriez attendre de lui, mais en tout cas, je pense qu'il peut nous annoncer quelque chose de très lourd. Ouais. On prend, nous. Hein. C'est ça. Eh bien, écoutez, avant de passer au prochain débat, je propose qu'on reste encore un petit peu dans l'ambiance de Last Night in Soho avec une musique tirée du film. Je nous emmène donc dans les 60s aux côtés d'Anya Taylor-Joy avec I've Got My Mind Set on You de James Ray. My mind set on you. I know what I've got to do. It's gonna take money. Oh, lot of spending money. It's gonna take hard money to do it right, child. It's gonna take time. Oh, lot of precious time. It's gonna take patience and time. Oh, to do it, 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 to do it.
Après avoir voyagé à travers le temps et les pays, revenons chez nous. Mais que pouvons-nous dire sur le présent finalement ? On parle d'écologie, de féminisme, d'économie peut-être ? Eh bien écoutez, vous savez quoi ? Je vais laisser Catherine Corsini s'en charger à travers cette bande-annonce. Comment tu fais pour aussi bien dormir ? Arrête. T'as eu mon texto ? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48 ? J'ai besoin de parler, moi. Parler. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie ? Non. Tu crois vraiment qu'il y a plus rien à sauver entre nous ? Qu'est-ce que tu fous là, toi ? T'étais pas déjà là hier ? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, mais c'est pas possible. On va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. On peut avoir un peu de son, s'il vous plaît ? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus ? Non. À votre âge, À mon âge, savez même quoi ? plus pourquoi vous battez, mais c'est pathétique. À mon âge de quoi ? Vous me faites chier avec mon âge. Aïe ! Moi, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle est pas légitime. C'est dans la merde aussi, non ? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord ? Tu fais jamais attention aux autres, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde ? Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là ? On en a plus. Franchement, je vous admire. Hein. C'est gentil, hein, mais vous savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. On va pas la coucher, là. Là, on va voir. Vous avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je sais pas. Raph et Marie, Raph et Julie, un couple au bord de la rupture se retrouve dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte, l'hôpital sous pression doit fermer ses portes, le personnel est débordé, la nuit va être longue. Eh bien écoutez, nous, on a eu la chance avec Ibtissem aussi, tu étais là, hein. Et Marine, je sais pas si tu l'avais vu à Cannes. On a eu la chance de le voir à Cannes avec le casting, c'était une très belle expérience. Du coup, je charge Marie de commencer avec ce film. Tout à fait, eh bien, tu l'as dit, nous l'avons vu à Cannes, c'était une superbe séance. En fait, moi, j'y suis allée, comme beaucoup de films à Cannes, sans savoir du tout de quoi ça parlait. Parce qu'à Cannes, on enchaîne les séances pour savoir ce qu'on fait, hein, vraiment, voilà. Et je n'avais jamais vu de film de Catherine Corsini. Donc, c'était une expérience toute nouvelle. Et quelle expérience, puisque c'était vraiment, je pense, une des meilleures séances que j'ai faites à Cannes, parce que ça parle d'un sujet très français, pour le coup. On s'était même demandé comment ça avait pu toucher l'international, parce que c'est vrai que ça parle des Gilets jaunes, ça parle d'un événement très précis qui s'est passé pendant cette crise des Gilets jaunes. J'ai oublié le nom de l'hôpital, mais à l'hôpital, quoi, du coup. Et en fait, c'est fou le consensus que ça a eu en salle pendant le festival de Cannes. Tout le monde s'est levé à la fin et tout le monde a applaudi et tout le monde riait dans la salle. C'était fou parce que, en fait, c'est vraiment le film qui a rassemblé tout le monde parce qu'on se comprenait vraiment. En tout cas, tous les gens français qui étaient là et qui ont vécu ça en vrai. Et c'est vrai que ça a été un film, c'était un consensus au niveau de la critique et des spectateurs pour dire que le film était très bon. Effectivement, pour moi, c'est un excellent film parce que ça mêle extrêmement bien la comédie et le drame. À un point tel que tu peux passer du rire aux larmes extrêmement vite en regardant le film. Et ça m'est arrivé. Il y a une sacrée tension aussi, quoi. Grosse tension, et pourtant, qu'est-ce que les acteurs sont drôles. Oh là, les dialogues, ils sont écrits au cordeau. Valeria Bruni-Tedeschi et Pio Marmaille, mais ce duo. Mais donnez-moi plus de ce duo, en fait. Je veux les voir ensemble tout le temps depuis ce film, parce que je les trouve incroyables dans leur jeu. Les personnages sont très très bien écrits et très drôle, même le personnage Marina Foïs aussi. La dynamique qu'elle a avec sa copine dans le film est très cool.
Puis la grande Et surprise pourtant- du film, c'était quand même Kim, qui est interprétée par Aïssatou Diallo Sagna. Absolument, qui était Ça, là en c'était- salle d'ailleurs, ouais. qui était très émue. C'était son de la premier rôle, projection. elle voulait pas du tout être actrice Oui, parce de base, qu'en c'est fait, une vraie infirmière. exactement, il y a beaucoup dans le film du coup de vrais infirmiers et infirmières et médecins qui jouent parce que pour le réalisme, c'est une très bonne idée de faire ça. Et c'est vrai que ça nous parle d'un événement qui a été très médiatisé. D'événements qui étaient sous tension beaucoup et qui ont vraiment marqué la France, mais en plus très récemment en plus, hein, donc on n'a pas beaucoup de recul, enfin autant de recul que d'autres choses sur ces événements, et je trouve que c'est rendu vraiment à la perfection, c'est très bien joué et on peut ressentir toute la tension qu'il y a pu avoir lors de ces événements et ça prend vraiment aux tripes. Parfois on ne respire plus avec les personnages, il y a des scènes qui sont parfois dures à regarder, notamment celle de Pio Marmaille quand il est au bloc entre guillemets, et pourtant qu'est-ce que j'ai ri pendant ce film. Franchement c'était un merveilleux moment à Cannes parce que on est passé par toutes les émotions et je trouve que pour ça et pour tout ce que j'ai dit avant, et même pour la mise en scène, le montage, la lumière, cette ambiance froide, grisâtre, tout est très réussi et franchement bravo. Puis ce qui était sympa aussi à Cannes, c'est que du coup il y a quelque chose d'assez décomplexé au niveau du public, tu peux vraiment t'exprimer beaucoup plus librement, et du coup là les rires ils étaient vraiment explosifs c'était dans la salle. Bah écoute Ibtissem, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi tout. C'était un de mes films préférés du Festival de Cannes, du coup mon film préféré du coup là des trois. Là c'est le thème qui le veut, mais j'aime du coup les films où il y a des personnes de tous bords qui doivent vite apprendre à se connaître. Effectivement, malgré la tension pendant tout le long du film, on rigole vraiment. Moi la blague sur Einstein, je rigole encore aujourd'hui. Ah oui, ça m'a fumé. C'était excellent. Du coup j'ai découvert les trois acteurs, pareil la réalisatrice je l'ai découverte et vraiment j'ai beaucoup aimé et les acteurs et les personnages, comment ils avaient été écrits. Effectivement Aïssatou Diallo Sagna quand même pour un premier rôle c'est incroyable. Et puis elle était très touchante du coup, genre j'ai regardé un petit peu des interviews tout ça. Et c'était très touchant. Je pense notamment à une scène qui la concerne avec un autre personnage. C'est triste. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, j'avais vu aussi, alors ça c'était une critique plutôt négative du coup, que le film ne proposait rien et j'avais pas réfléchi à cette question-là avant que effectivement un journaliste fasse la remarque. Et en même temps, je sais pas si je suis d'accord. Il proposait rien en termes de, comment dire, de pistes de réflexion ou de solutions. Et après je me suis dit que non plus, vraiment pas. Qui est ce journaliste ? En fait je sais plus, j'essaie de trouver justement la source et en fait genre je peux entendre mais en même temps j'étais en mode mais pourquoi est-ce qu'il devrait et pourquoi lui plus qu'un autre, enfin ce film là je veux dire, ou elle la réalisatrice, donc voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas compris le film. Moi je trouve justement que l'intérêt du film c'est son propos. Et son propos, c'est quoi ? C'est que quand tu as une société qui est au bord de l'implosion, que ce soit au niveau social, économique, avec des divisions, des gens qui n'arrivent plus à s'entendre, c'est dans cette urgence-là que la société reprend forme et tout, et qu'il peut y avoir naître de la fraternité, de l'empathie, de la solidarité, alors que ce sont des personnes qui, à la base, ne pensent pas pouvoir vivre ensemble. Et j'aime beaucoup justement ce discours de... On prend un truc extrême, c'est-à-dire le mouvement des Gilets jaunes qui a quand même été une fracture assez importante de la société française, et de se dire, même dans cette urgence-là, même dans cette fracture-là, on peut continuer à vivre ensemble, on peut continuer à faire société, et parce que justement on est dans cette urgence-là, on peut tout simplement vivre. Et donc je trouve que c'est ce geste-là de cinéma que je trouve très très beau dans le film et qui moi me touche parce que des films justement avec un constat social dur et tout, on en voit plein tout le temps. Des fois certains sont justes, d'autres pas. Je trouve qu'il y a une justesse, mais qu'en plus il y a quand même une touche d'espoir qui se rajoute, sans oublier quand même que la situation est quand même compliquée et qu'il y a des choses à régler. Mais je trouve que dans ce propos-là, c'est là où le film tire aussi un peu son épingle du jeu et propose une vision assez positive malgré toutes les difficultés qu'il montre. C'est ça, c'est pas pessimiste. Par contre, ça met en lumière beaucoup de difficultés et de problèmes qu'il peut y avoir à tout niveau, et notamment aussi au niveau hospitalier, parce que prendre du vrai personnel, en fait, c'est aussi un message politique important. Ça leur donne enfin la parole, quoi. Voilà, ça donne la parole et ça montre la réalité des choses, ce qui peut se passer aussi dans les hôpitaux, dans le service les services médicaux, etc. Oui, c'est un beau prolongement de la série Hippocrate aussi qui mettait vachement ça en lumière, le manque de moyens dans les hôpitaux, le fait de bricoler avec trois fois rien pour arriver à soigner des gens. Là du coup c'est quand même aussi très 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 explicite
dans le film et je pense que de plus en plus, de toute façon, plus la crise sociale va augmenter, plus les inégalités vont être là et plus on va saccager le service public, plus on aura je pense, ce genre de témoignages qui montrent la gravité de la situation. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même un petit point négatif dans le film. Au niveau de comment sont représentés les policiers, je trouve que c'est quand même pas assez nuancé. Et je trouve ça dommage parce que du coup, le film a plein de nuances dans son cœur au niveau de l'hôpital. Je vois Simon qui n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais moi, vraiment, le truc des policiers qui sont vraiment que violents et juste à la fin, on essaie de rattraper ça en une scène très courte, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je pense pas qu'elle essayait de rattraper, je pense que c'était son message aussi. Elle se place du côté du peuple et oui, après elle s'appuie aussi sur des comment dire, un peu des faits, c'est-à-dire qu'il y a eu notamment le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, qui a montré, sourcé, documenté aussi la violence policière qui a été quand même systématisée, qui a fait beaucoup de blessés, dont notamment certains très très graves. Donc ça, je pense qu'il y a peut-être une volonté de parti pris. Et d'autant plus que voilà, la police, quand on les voit, c'est dans un cadre de manifestation. Donc là, pour le coup, moi, j'ai jamais vu en manifestation des flics avoir de la nuance et être gentils dans ce cadre très précis. Mais là, pour le coup, c'était vraiment les méchants contre les gentils. Je trouve qu'il n'y avait pas vraiment de nuance non plus du côté. Tu penses qu'elle ça aurait été peut-être mieux d'apporter un point de vue, c'est-à-dire peut-être un personnage de policier en particulier pour. Peut-être, ouais. Ouais, je pense qu'après, c'est peut-être pas ce qu'elle voulait raconter, tout simplement. Je pense pas c'est sûr. Marine, peut-être un petit avis sur le film. Je pense que tu as bien aimé aussi. Ouais, non, j'ai beaucoup aimé, mais si je peux rajouter quelque chose à ce que vous avez raconté, je pense que c'est réussi. Et je l'ai remarqué grâce à la séance moi que j'ai vécue. J'aurais adoré le voir à Cannes, mais non, je l'ai vu chez moi, à Perpignan. Voilà, dans une petite salle de cinéma avec que des personnes âgées. Et c'était au début une autre ambiance, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des a priori sur le film. Ils sont tous rentrés en disant les gilets jaunes, on va voir ce que ça donne. Ils partaient vraiment d'un avis très négatif et finalement je les ai entendus rire, je les ai entendus parfois un peu pleurnicher et tout, et à la fin du film j'entendais plus personne et finalement ils parlaient entre eux, ils disaient bon en fait c'est pas si mal. Finalement, on est tous humains. C'est vrai que c'est une belle surprise. Parce que vraiment, quand on lit le pitch de base, c'est quand même très dangereux comme sujet. Ah bah c'est casse-gueule. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a une... Pardon, excuse-moi, vas-y. Ah non, c'est bon, j'avais fini. C'était juste pour il y a une belle énergie dans les dialogues, c'est vrai que... après, c'est des acteurs qui savent jouer ça. Moi, j'aime beaucoup Pio Marmaille parce qu'il a une espèce de toujours spontanéité dans son jeu, une vivacité. Il a cette capacité à jouer le nerveux et à être et drôle et touchant et dramatique en très très peu de temps, quoi. Il y a cette capacité à jongler et je pense du coup que c'était un choix assez judicieux de le prendre lui pour jouer ce genre de rôle. Donc il y a quelque chose, il y a un tempo quand même qui est quand même très très bien dans le film. Voilà. Après, comme tu le précisais Marie, c'est quand même un film qui très français parce que du coup ça touche notre histoire à nous, actuel mais presque en retard parce qu'on est déjà presque passé à autre chose quand même, on va pas se le cacher. Tout à fait. Moi je me questionne quand même sur comment il va pouvoir vieillir à travers le temps. Comment il va être reçu par dans les prochaines années en fait. C'est ça qui est intéressant avec le cinéma, c'est que des fois le cinéma est une capsule temporelle et il y a plein de films en fait qui nous racontent une époque, qui nous racontent un moment, et qui sont des images du passé, qui sont des images du passé et qui du coup racontent aussi à un instant T comment la France était là. Donc moi je pense que là-dessus il y a pas de souci à se faire sur la manière dont le film va vieillir, enfin je veux dire politiquement ou en termes d'analyse, parce que l'analyse qui est faite est quand même assez simple, assez claire et pas, je pense pas mensongère. C'est un parti pris politique, mais je veux dire c'est quand même sourcé et documenté, donc voilà, je pense que ça serait peut-être plus vu comme une capsule temporelle plus que comme un film qui a mal vieilli. Puis on n'est pas prêt d'oublier les gilets jaunes, excuse-moi. On est pas surtout que surtout désolé. Vas-y. Non, vas-y. Surtout, j'allais dire, il y a pas beaucoup de films qui traitent de ce sujet-là. Enfin, moi, un pays qui se tient ça, je l'ai pas vu, mais oui, ça servira probablement de mémoire, on va dire. Donc voilà. Très bien, quelque chose à rajouter ? Positif. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut conclure que La Fracture, c'est un film qui peut faire
peur au premier abord, mais que même au vu de son affiche, je trouve qu'elle est pas forcément avantageuse, mais qui arrive quand même à alpaguer le spectateur dans un hôpital sous tension. Je pense qu'il va beaucoup parler à notre génération, au présent en tout cas, et avoir du coup quand même comment il se conserve, mais des retours du coup très positifs, une belle surprise. Écoutez, vu le plaisir que nous avons pris lors de l'avant-première à Cannes, je suis très heureuse de vous avoir entendu sur ce film et en dire autant de bien. Mais il est maintenant temps de passer au dernier film au casting autant français qu'américain finalement. Je parle bien évidemment de The French Dispatch, bande-annonce. It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too seedy this time? No, I don't. For decent people. It's supposed to be charming. He assembled a team of the best expatriate journalists of his time: Berenson, Sazerac, Kremens, Roebuck Wright. These were his people. Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose. We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation. Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it. It's not for sale. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Kremens. I can see that. Lieutenant Nescaffier. He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking. The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken. As you know by now, we have kidnapped your son. Oh, shut up. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. The French Dispatch de Wes Anderson. Le journal américain The Evening Sun possède une antenne nommée The French Dispatch à Annecy-sur-Blasé, une ville française fictive évoquant Paris dans les années 50-60. Arthur, je prononcerai pas son nom parce que voilà, le rédacteur en chef envoie ses journalistes enquêter dans les 4 coins du pays. 3 articles traitant de divers sujets. Moses Rosenthaler, un détenu psychopathe qui se révèle être un grand artiste. Les événements de mai 68 et enfin une enquête gastronomique qui vire au polar. Eh bien écoutez, moi j'ai eu la chance de le découvrir à Cannes, mais j'étais trop fatiguée pour le regarder en entier, donc j'en ai vu que la moitié. Donc je suis retournée le voir quand même en salle. Quelle insulte. Non mais voilà. Bon bah écoute Marine, je vais te lancer, on t'a pas beaucoup entendu sur la fracture, donc je suis curieuse de savoir ici ce que t'en penses. Mon avis est très très mitigé vraiment, parce que déjà c'est le premier Anderson que j'allais voir au cinéma. Ouais. Les autres je les avais vus sur la télé, mais en fait je m'attendais à rien du tout avec la bande-annonce, et quand j'y suis allée, au début c'était sympa parce qu'il y avait un petit mystère, je me suis dit bon qu'est-ce que ça va être. L'esthétique est hyper sympa parce que c'est vraiment un condensé de tout Anderson, ouais. Donc c'est joli à voir. Après c'est un peu tout pour moi, c'est l'histoire, ouais c'est intéressant, oui c'est un peu cool à connaître, mais sans rien de plus pour moi, donc j'ai plus passé mon temps à demander aux autres d'arrêter de bouffer des chips que de suivre vraiment les histoires, tu vois, donc voilà, très mitigé. Ok. Marie, je te vois rire, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce film? En fait j'ai l'impression qu'on peut pas faire plus Wes Anderson que ce film, ouais. Et pourtant j'ai pas tout vu, hein, clairement. Mais on peut pas se tromper, c'est vraiment lui qui a fait ce film, tu vois les premières images, t'es sûr.
En fait, je trouve que techniquement parlant, visuellement parlant, c'est magistral. Il faudrait presque mettre pause à chaque scène pour arriver à déceler tous les détails de la mise en scène, parce que c'est vraiment magnifique. La composition du cadre, les costumes, les couleurs et comment on dit, l'altercation entre les couleurs et le noir et blanc. Pas sûr de mon mot là. Alternance, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. L'altercation, c'est pas la même chose. Ouais, bon, vous avez compris l'idée, quoi, voilà. Tout est très très beau et très bien mis en scène, et ça donne envie de tout détailler petit à petit, de regarder avec une loupe presque, tellement tout est réfléchi. Et j'aime bien la forme que ça prend. Je trouve ça hyper original que ça parle d'un journal et que ça prenne la forme d'un journal. C'est presque un recueil de nouvelles. Et j'ai beaucoup apprécié cette forme-là parce qu'on voit pas ça souvent au cinéma. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas vu ça souvent au cinéma, et c'est agréable d'être bousculé dans les codes et dans ce que tu peux voir à l'écran. Et le casting est très bon, hein. Ça, déjà, on a un casting absolument incroyable à chaque histoire. Et Simon m'avait dit un truc avant que j'aille voir le film, et c'est très juste ce qu'il a dit. Il m'a dit, il y a des acteurs français dans le film qui seraient des grosses stars dans les films français, qui sont complètement anecdotiques dans The French Dispatch. Et c'est vrai, c'est assez fou. J'en discutais avec Jonathan tout à l'heure, et en fait, moi, le fait qu'il y ait autant d'acteurs, que ce soit français ou américains, qui soient si reconnus et si appréciés, presque ça me faisait sortir du film, parce que je me disais, c'est ça, il y a un acteur. Exactement. Et même, il y a des fois où, en fait, il y a des énormes acteurs qui viennent pour 5 secondes du film. Exactement. Je pense à Benjamin Laverne. Mais oui, c'était fou. On pense à toi, parce que vraiment... mais lui, il faut dire dans son CV, j'ai tourné avec Wes Anderson. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Évidemment. Mais même, il y a même parfois des personnages, on comprenait qu'après que c'était une grosse star, en fait. On ne comprenait pas sur le coup. Je pense à Edward Norton, par exemple. C'est clair. J'ai compris un long moment après que c'était lui, en fait. Et du coup, effectivement, à trop en faire... On peut te faire sortir, c'est très vendeur, mais on peut te faire sortir de l'histoire. Et en fait, le truc qui m'a... Après, c'est très Wes Anderson aussi, il n'y a pas beaucoup d'émotions, en fait. Il ne crée pas du lien avec les personnages, il ne crée pas de l'affection avec les personnages. Et du coup, moi, j'ai été totalement hermétique à ce qui se passait. J'avais l'impression de voir de lire un journal, clairement. J'ai l'impression de lire un journal et d'être totalement en dehors de ce qui se passe. Après, il y a beaucoup de films de ce réalisateur qui sont comme ça. Qui sont à la frontière entre... On n'est pas du tout attaché au personnage, et d'un coup ça bascule, on l'est beaucoup, on sait pas trop. Mais là, je suis restée très hermétique et je suis sortie en me disant, j'ai pas beaucoup eu d'émotion, si ce n'est une émotion visuelle, parce que on en prend plein les yeux. Donc c'est pareil que Marine, un peu mitigé dans le sens où j'ai vu quelque chose d'incroyablement magnifique, mais par contre le scénario, un peu déçu, quoi. Ouais, je trouve qu'il est, comme on disait tout à l'heure d'ailleurs, il est quand même assez décousu, il y a quand même un déséquilibre. Au début, t'es quand même assez pris parce que t'es intrigué par ce qui va se passer, par les différentes histoires. Et je trouve quand même que le dernier tiers, il est un peu lourd à digérer. En plus, il se passe beaucoup de choses dans le dernier tiers pour pas dire grand-chose finalement. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décrochage à la fin. Donc je comprends pourquoi je m'étais endormie. Finalement. Mais voilà, en tout cas, écoute, Ipsem, qu'est-ce que t'en as pensé? Très très beau, sur ça il n'y a juste rien à dire. Le premier film que j'ai vu de lui du coup c'était The Grand Budapest Hotel, j'avais trouvé ça incroyable. Là pareil, les décors c'est un truc de ouf, le travail qu'il doit y avoir derrière c'est incroyable. Après le seul truc, moi c'est pas tant sur l'histoire qu'il raconte, c'est juste qu'il faudrait la raconter d'un point de vue purement du narrateur et même des personnages qui parlent plus simplement. Au début je trouve que... les films de Wes Anderson, je pense ils sont tous un peu comme ça. Ça parle beaucoup et vite. Et il y a beaucoup d'informations. Je suis en mode mon petit cerveau là à 20h. En plus, il faut analyser tout ce que tu es en train de voir et les décors et les acteurs. Donc il y a beaucoup d'informations. Moi, c'est plus ça en fait, c'est ce reproche-là plutôt. Après, sinon, j'ai pas mal aimé. Okay. Mais la fracture, quand même, number one de la semaine. On n'est pas encore au top. Mais quand même, je le dis. Jonathan, t'as pensé quoi? Moi, j'aime beaucoup le film. Après, je rejoins en fait pas mal de vos avis sur l'aspect négatif. Mais moi, je trouve que voilà, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant, un peu une trésorerie en fait, de regarder la minutie avec laquelle il compose ses cadres, le plaisir aussi avec lequel on sent qu'il le fait. Donc, c'est vrai que je trouve que le film en entier est un ravissement pour les yeux et c'est toujours aussi inventif, et que moi j'aime beaucoup aussi la petite aparté animée aussi ah oui, qui un peu je pense fait référence au dessinateur Tardy, mais il y a quelque chose de je trouve de fascinant à regarder ça. Après c'est vrai que c'est le souci des films à sketch en général, c'est que si toutes tes histoires
se valent pas, on va dire, en termes d'intensité, de qualité, d'intérêt. Ça fait quelque chose de décousu, ça fait quelque chose d'inégal, dans lequel des fois on peut se perdre et un peu perdre l'attention. Moi ça m'est arrivé, c'est vrai que je trouve la deuxième histoire, je la trouve un peu moins intéressante. Donc voilà, il y a cette impression un peu où on est un peu balancé, c'est un peu vague, on sait pas trop. Mais en même temps, il y a tellement un travail minutieux de mise en scène que je trouve que ça suffit à nous happer quoi, en tant que spectateur. Mais je reconnais que c'est pas son film le plus abouti. Je trouvais que d'ailleurs... pour avoir vu du coup tous ces films qui avaient une trajectoire à la hausse, on va dire, je trouve qu'il affinait son style de plus en plus, il trouvait un peu sa feuille de route, et je trouvais que Budapest Hotel était un peu la quintessence de son art. Je trouve que là, il y a quelque chose de moins abouti, mais qui est quand même toujours bon signe, parce que c'est quelqu'un qui est inventif, qui continue à essayer de trouver des choses, tout en affirmant son style, donc moi je suis quand même assez enthousiaste par rapport au film, contrairement à tout ce qui a été dit, parce que le film s'est quand même fait pas mal bâcher. Je trouve que voilà, il y a plein de belles choses, et qu'il faut quand même chérir aussi un cinéaste qui est aussi inventif, et qui a une patte aussi singulière, même si c'est pas son meilleur film en effet. Ouais. Mais justement, je pense qu'avec un si gros casting et une histoire aussi alléchante, on avait peut-être trop d'attentes, et c'est pour ça qu'il y a eu des retours plus négatifs. C'est ça. Mais après, moi, je trouve que le mélange des cultures est quand même plutôt bien réussi. Souvent, quand on vient parler de la France ou quoi, c'est trop américanisé. Là, je trouve qu'il y a quand même un charme vraiment présent dans le film. Il y a un joli... C'est bien dosé. C'est marrant parce que c'est à la fois un peu carte postale, mais c'est un peu carte postale de l'ancienne France que nous, si on peut connaître à travers des histoires qu'on a pu avoir dans notre famille ou que ce soit. Et du coup, je trouve qu'il y a un double regard à la fois de l'amoureux de la France un peu touriste, et en même temps un vrai amour aussi quand même de la vieille France, qui est assez touchant aussi, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur le film ? Allez le voir. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense que on peut dire que le film, il est quand même assez sauvé par le fait qu'il soit réalisé par Wes Anderson, puisque du coup, ça lui permet d'assurer une vraie aventure esthétique qui est très propre au réalisateur. Et les acteurs sont vraiment tous merveilleux. Pour le coup, je trouve qu'ils ont tous très bien joué le jeu. Et ils nous attendrissent quand même assez. Mais ils permettent quand même pas de sauver un scénario qui reste assez décousu. Eh bien écoutez, je propose qu'on passe à la suite. Il est 19h55, c'est donc l'heure de passer au top. C'est parti. Eh bien on passe donc au top de chacun d'entre vous, et puis on fera le top 3 juste après. Je vous laisse faire le tour pour dire votre film préféré de la semaine. Moi, The French Dispatch de Wes Anderson. La fracture de Catherine Corsini. Pareil, La fracture. Et moi j'ai déjà spoil, pardon, La fracture. Et bien même parmi nos autres chroniqueurs, La fracture a eu un vrai succès. Donc le top, ce sera T'as pas dit le tien ? On le sait depuis le début. On le sait, il faut que je le dise. Et bien pour moi c'était Last Night in Soho, même si je suis toute seule à le penser. Il y a quand même Benoît qui pensait pareil que moi. Donc, voilà. Le top, c'est donc Last Night in Soho qui se retrouve à la 3e place. Vous me décevez énormément ce soir. En seconde place, on a donc The French Dispatch, et en première place, La fracture, sans grande surprise. Il me semble que vous avez vu d'autres films dans la semaine, enfin les filles je crois pas, mais en tout cas Jonathan, tu as eu l'opportunité de voir Barbac, exactement, de Fabrice Eboué. Si tu peux nous donner ton petit avis dessus. Oui, c'est un film étonnant, parce que bon, quand moi j'étais assez hypé par le synopsis. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un couple de bouchers, un serial killer qui tue des véganes et qui les vendent ensuite, qui les découpent et qui les vendent ensuite dans leur boucherie. Je t'avoue, moi j'étais dubitative en voyant. Je trouve que voilà, moi je trouve que le film assume en fait ce côté assez radical et un peu un peu fou. C'est très très drôle, c'est très cru, et je trouve que le film assume bien ça, même si ça reste quand même dans un truc assez classique, un peu de comédie. Ça manque des fois un peu plus de folie, un peu plus d'inventivité, mais ça reste quand même une comédie assez drôle, assez fun à regarder, et justement alors qui même politiquement en fait je pense pourra surprendre les personnes qui pensaient que ça allait être
un film anti-vegan. C'est juste que ça rigole en fait beaucoup. C'est comme avec Problemos, c'est qu'on rigole beaucoup en fait de la société et des différentes parties. Et quand on fait des bouchers serial killers, je pense que c'est pas les végans dont on se fout de la gueule, mais bien des personnes qui sont en train de tuer des gens. Donc voilà, c'est quand même un film assez fun. Okay. C'est quelle origine du coup? C'est français, ouais. Avec Marina Foïs et Fabrice Eboué, et un film de Fabrice Eboué. Et avec Marina Foïs, du coup, on le conseille. Alors... Moi de mon côté, j'avais eu la chance de voir Las Niñas lors du Cinémètre, qui est du coup sorti là mercredi dernier. Pour le coup, je le recommande moyennement. Après, c'est quand même un film. Non, mais... On va dire que après avoir vu Libertad, j'en attendais peut-être un petit peu trop de ce film, parce qu'il parlait aussi de l'adolescence féminine. Et pour le coup, il reste assez délicat et assez en surface. On va pas au cœur vraiment de l'adolescence et de tous les tracas que ça peut emmener avec. Donc j'avais bien aimé, mais je l'aurais clairement pas mis en top 1 si on en avait parlé cette semaine, quoi. Eh bien écoutez, merci d'avoir participé à ce top en tout cas. Je suis pas très satisfaite du top 3, mais on peut pas tout avoir. Comme dit en début d'émission, 3 de nos chroniqueurs ont eu la chance de partir à la rencontre de Catherine Corsini, réalisatrice de La Fracture. Je vous laisse donc avec leur échange. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour déjà Catherine Corsini, merci d'avoir accepté notre interview. Comment vous vous portez à quelques jours de la sortie de La Fracture? Comment elle se passe cette tournée d'avant-première? Elle se passe dans un climat quand même assez particulier parce que c'est la reprise du cinéma, un cinéma qui a été lourdement affecté par la crise du Covid puisque les salles de cinéma ont fermé pendant 7 mois. Ça veut dire que beaucoup de gens ont pris d'autres habitudes, qu'il y en a qui ont encore peur, dans le public, de retourner en salle, et que malheureusement, ce qui était déjà les prémices d'un changement avec l'afflux de plateformes, de contenus, de séries, on sent qu'il y a encore du mal à faire revenir les gens dans les salles, quoi. Et moi, franchement, je trouve que le cinéma, c'est quand même tellement plus passionnant de voir des films qui sont conçus pour une durée d'1h30, 2 heures. Je trouve que le fait d'écrire quelque chose, de filmer dans un temps donné, je trouve ça tellement plus... moi je sais pas, ça m'excite beaucoup plus que de voir des séries sur lesquelles on a l'impression qu'on déplie le temps, donc je trouve que puis le rapport à la salle, le rapport à être ensemble, le rapport à regarder, comme disait Godard, lever la tête vers un écran plutôt que de la baisser même si je sais que beaucoup de gens se sont équipés et je pense que le rapport à la salle, pour moi, c'est quelque chose de magique. Et donc, j'espère que je ne suis pas un vieux dinosaure et que les gens vont retourner en salle. Donc, donc on est quand même dans un moment un peu particulier. Et avec l'inquiétude, effectivement, encore plus que d'habitude, de savoir si les films... Et surtout, les films d'auteur vont regagner, j'allais dire, leur place qu'ils ont pu avoir il y a quelques années et qui étaient déjà un peu en train de décrocher, puisque là, on a l'impression que les gens vont voir ou que des films grands spectacles, mais que l'idée d'aller voir des récits à la première personne ou des récits plus intimes, mais en même temps plus profonds, on a l'impression que c'est peut-être plus difficile... pour eux de retourner, ils ont envie de s'aveugler, de s'échapper. Bon, espérons que ça se relance avec La Fracture. Alors, on va revenir un petit peu au départ, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu la genèse du film? C'était quoi l'idée de départ? Je sortais de 2 films d'époque et j'avais vraiment envie de me confronter justement aujourd'hui, à la crise, à ce qui se passait. J'en avais marre de voir le cinéma français complètement hors sol. J'avais vraiment envie je me posais des questions sur mon propre engagement, mais je ne savais pas par quel biais entrer dans le film sans faire un truc de dénonciation, sans faire un film un peu dossier de l'écran, j'allais dire.
Et donc j'ai bêtement chuté, je me suis retrouvée à l'hôpital et c'est dans cet endroit que tout d'un coup m'est apparu j'ai eu l'idée, je me souviens très bien que j'ai envoyé des textos avec ma main valide déjà à des amis et que j'en parlais à Elisabeth en lui disant mais voilà, ça serait génial que ça devienne le centre du film, que je me disais, je veux faire rencontrer des gens, faire se côtoyer, des situations impossibles et de mettre en scène justement toute cette société aujourd'hui, puisque l'hôpital, c'est quand même le reflet du monde dans lequel on vit, et on voit justement combien l'hôpital est de plus en plus... il y a une violence de plus en plus latente et de plus en plus forte. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé, quoi. Et cette unité de temps aussi, c'est aussi pour montrer ça, cette tension juste sur un moment précis. C'était un challenge. C'est pareil, dans ma tête, je me disais, j'aimerais bien faire un film de dispositif. Je venais de faire un film qui déroulait 60 ans de la vie de quelqu'un, qui dépliait comme ça, qui était vraiment un film sur le passage du temps. Et là, je me disais, mais si je pouvais faire un film où le temps est ramassé, faire un truc, mais vraiment, comme on dit, on fait des films un peu, on fait des films différents, un film chasse l'autre, et c'est des propositions complètement inverses. Et là, vraiment, l'idée, effectivement, après avoir fait un film sur 60 années, de faire un film qui se passe en une nuit dans une unité de temps et dans une unité de lieu, voilà, c'était un challenge qui m'excitait, et j'étais en même temps tout d'un coup complètement stressée à l'idée quand j'ai eu le décor, quand j'ai commencé à me dire ça y est, on tourne dans 2 jours avec les acteurs, et je me disais mais ils vont être couchés, elle va être couchée, lui sur son fauteuil roulant, ça parle tout le temps, mais ça va être du théâtre filmé, donc je me suis dit il faut vraiment qu'on déplie une énergie folle pour qu'on ne s'ennuie jamais, pour qu'il y ait tout le temps du mouvement. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des acteurs formidables et d'avoir une actrice comme Valéria qui, même couchée, on a l'impression qu'elle crée du mouvement, quoi, tout le temps, quoi. Mais d'ailleurs, vous parliez des comédiens et comédiennes, là, comment il s'est fait le choix du casting? Alors Pio, j'avais envie de travailler avec lui depuis très longtemps. On avait fait des essais pour 3 mondes, un film que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Et il n'avait pas été choisi et il m'en voulait à mort. Donc à chaque fois qu'il me voyait, voilà, c'était une espèce de blague entre nous. Et j'avais beaucoup aimé dans le film de Pierre Salvadori, En Liberté. Je me suis dit, il faut que j'écrive pour lui, il faut que j'écrive pour lui. Et quand j'ai commencé à écrire ce personnage de Gilet jaune, j'ai tout de suite pensé à Pio dans sa... Voilà, je trouve que c'est une personne que j'aime énormément. C'est vraiment son humanité, et la candeur que j'imaginais au personnage, et voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Et puis pour le couple qui me représente moi et Elisabeth qui est ma productrice, on a très vite été vers les personnes, vers les actrices, on n'a même pas cherché d'autres, on n'a pas proposé le film à d'autres actrices. Marina et Valéria se sont imposées assez vite. D'abord parce que, pareil, Valéria, j'ai failli travailler avec elle pour La Nouvelle Ève, on s'était loupé. Là, c'était l'inverse, c'est elle qui m'avait dit non au dernier moment. Et puis, j'allais quand même beaucoup la voir autant au théâtre qu'au cinéma. Et je trouve que la façon dont ces dernières années, je l'ai vue dans des rôles incroyables au théâtre, je trouve que c'est une actrice d'une puissance et d'une invention folle, et donc, voilà. Et puis Marina aussi, c'est quelqu'un que je connais, que j'apprécie beaucoup pour son intelligence. Je trouvais que le couple il y avait une espèce de binôme un peu, elles s'opposent, elles sont très différentes. Et je trouvais que dans ce truc de relationnel, de ping-pong, voilà, ça s'est passé assez... ils étaient tous hyper engagés dans le film. Et vous n'êtes pas dit que vous pouviez jouer le rôle de Valéria, du coup? Non, parce que j'ai voulu être actrice, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me... J'ai pas du tout envie, en fait, de... Non, ça m'angoisserait complètement de me dire qu'il faut que je joue. Là. Non, ça suffit amplement de mettre en scène. Je trouve ça déjà très...
très, très excitant, mais j'aurais pas envie de me confronter à une nouvelle angoisse, de se dire oh là là, non, ça va. Et du coup, à côté de ça, il y a aussi des professionnels de santé du coup, qui ont joué dans le film. Ben ça, c'était aussi une grande première. Mais moi, je pense que c'est intéressant de faire des films où on se met au pied du mur avec des choses qu'on n'a jamais faites. Sinon, on recycle et on met en boîte des scènes, quoi. Et moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est de me faire un peu peur. Et là, effectivement, je me suis fait peur en travaillant avec des non-acteurs, ce que j'avais jamais fait. Et ça a été une surprise. Enfin bon, après, ils exerçaient, j'allais dire, la profession qu'ils savent faire. Donc, ce qui faisait aussi qu'ils étaient à une certaine égalité avec les acteurs. C'est-à-dire qu'eux, ils amenaient leur savoir-faire et leur professionnalisme dans le métier. Et donc, c'était assez génial. Et ils étaient un support assez important pour que les acteurs, ils amenaient un cadre, ils amenaient quelque chose de réel, de précis, qui faisait que les acteurs pouvaient s'appuyer aussi sur le... Je pense que ça aurait été des non-acteurs qui étaient... des acteurs qui auraient eu à jouer ces petits rôles. D'abord, ils auraient été déboussolés par les acteurs, ils n'auraient pas pu leur tenir... Enfin, je pense que ça n'aurait pas marché. Là, ils avaient cette autorité naturelle. Quand tout d'un coup, il y a une infirmière qui traverse la salle d'attente, je vois que c'est une infirmière qui est débordée, qui traverse une salle d'attente. Je vois pas que c'est un acteur qui joue à être débordé, quoi. Dans toutes les choses comme ça étaient extrêmement... Non, c'était super, quoi. Ça a amené vraiment une vérité. Et puis en même temps, ils étaient contents de jouer aussi des choses, de m'apprendre certaines choses. Je les faisais tourner presque dans leur entièreté, les scènes qu'ils avaient à tourner. Quand ils arrivent dans les salles qu'on appelle de tri, voilà, les infirmières ont joué la scène en entier comme elles l'auraient fait avec n'importe quel patient qui arrive et qui est blessé, qui a eu... Voilà, leur demander d'où ils venaient, tout ce qui se passait. Donc ça a amené quelque chose de... Je pense que ça les ramenait dans un truc réel, et ça a amené aussi au film une base aussi assez réaliste. On sent beaucoup de tension aussi dans le film, on passe du rire aux larmes. Ce savant mélange, est-ce qu'il était difficile à doser ? Il était... j'allais dire... Je me rendais pas complètement compte parce qu'en plus, même pendant le montage, le film, on le voit que ensemble. On le montre à 3-4 personnes, mais on n'a pas des réactions d'une salle qui peut tout d'un coup vraiment éclater de rire. Donc, je voulais qu'il y ait de l'humour, je voulais qu'on puisse... je voulais pouvoir me moquer des personnages, comme ça ils pouvaient aussi se moquer les uns des autres. Je voulais qu'il y ait un peu un rire libérateur pour pouvoir aussi, par moments, avoir des scènes plus de tension, etc. Mais je maîtrisais pas, enfin j'arrivais pas à maîtriser à ce point-là que ça allait être aussi drôle. Mais je pense que c'était important dans tous les cas dans le film, de pas faire un film justement didactique et pensum, et de pas faire un film où on est en otage d'une réalité qui est des fois est difficile. Mais je trouvais que c'était bien de pouvoir s'amuser aussi des défauts de chacun, et de l'absurdité aussi parfois de l'hôpital. C'est-à-dire dans l'hôpital, il y a des choses... vous savez, c'est comme quand la maladie, des fois, il y a des choses qui sont... Même cette vieille dame, quand elle dit qu'elle est... Maintenant, elle n'est pas à l'hôpital, elle est chez elle. C'est tragique, c'est triste, mais en même temps, il y a presque un fond assez drôle. Comme les gens qui ont Alzheimer, qui des fois sortent des choses très... inconvenants, qui peuvent aussi faire sourire. Donc ça faisait partie aussi du film, de pouvoir faire rire de situations absurdes qui sont liées à ce qui se passe à l'hôpital, quoi. Juste une petite dernière question. Comment on fait pour gérer autant d'intrigues comme ça, autant de personnages dans un film d'1h30 ? On travaille énormément sur le scénario, on essaye d'être attentif à tout ce qui se passe, et surtout de donner à chacun la possibilité à la fois de s'exprimer et d'être comme une espèce comme une espèce de chef d'orchestre, de passer d'un moment important avec quelqu'un à un autre, etc., tout en se demandant c'est comme une mayonnaise, quoi, qu'on essaye de faire prendre, quoi.
C'est la magie de comment on fait fonctionner un film. Et c'est beaucoup de travail parce que le montage aussi le film était trouvé très vite, mais comment arriver à j'allais dire justement être dans la quintessence de toutes ces émotions, de tous ces échanges, de tous ces personnages, de passer des uns aux autres, ça a été vraiment un travail d'orfèvrerie, mais vraiment comme j'ai l'impression quand je vois une montre et comment tout le mécanisme fonctionne, quoi. Bon, merci Catherine Corsini d'avoir passé ce petit moment avec nous et on espère que La Fracture va connaître un joli succès parce qu'on trouve en tout cas dans l'équipe qu'il le mérite. Merci beaucoup, merci à vous, merci bien, merci. Eh bien, merci les garçons d'avoir enregistré cette interview fort intéressante. Très bonne interview. Et j'invite donc tous nos auditeurs à foncer en salle pour découvrir La Fracture. Et on en profite pour remercier aussi Catherine Corsini de nous avoir accordé de son temps. Je vais maintenant laisser la parole à notre chroniqueuse d'exception pour le quiz de la semaine. Merci. C'est parti. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure. Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Ce soir, nous avons à ma gauche l'équipe de notre animatrice fétiche, à savoir l'équipe de Margot. Tu es chef d'équipe ce soir avec Jonathan, du coup. Et en face, nous avons l'équipe de Marine. Tu seras chef d'équipe, accompagnée d'Ibtissem. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes déjà, je sais que vous êtes préparés à l'avance, c'est pour ça que je vous demande, à me donner le titre de ce quiz qui pourrait marquer votre premier point dans cette aventure. Pour nous, ce sera Last Quiz Inso et The French Quiz. Et c'est un premier point pour l'équipe de Marine. Allez, effectivement, c'était The French Quiz. Quiz. Je tiens à préciser que c'est Raphaël qui a choisi le titre parce que moi, j'aurais choisi Last Quiz Inso. Mais je crois qu'il a même pas vu le film, c'est pour ça. Et non, c'était Raphaël. J'annonce que ce quiz a été écrit à beaucoup de mains. Cette semaine, nous avons les miennes, celle de Raph, celle de Simon et celle de Gaël. C'est pour vous dire à quel point ça va être éclectique au niveau des questions. Ouh là là. En tout cas, vous entrez dans la danse, l'équipe de Marine. Yes. Et on arrive à cette première question officielle du quiz. Dans quelle œuvre peut-on entendre cette musique ? Mon fantastique Mr. Fox. Non. Moonrise Kingdom. Oui, Moonrise Kingdom, absolument. De Wes Anderson, avec Bill Murray, Tilda Swinton et Edward Norton et plein d'autres. Et le célèbre vinyle de François Hardy. Et vous marquez votre premier point, l'équipe de Margot. On passe à En or ou en bois. Je vous rappelle les règles, je vais donner des faits. Et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Première info, Garfield va revenir au cinéma dans un tout nouveau film et avec une toute nouvelle voix, celle de Chris Pratt. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je crois que j'ai la réponse. Je te fais confiance parce que j'ai pas... Je te prie de me la dire. Je te fais confiance, vas-y. Nous on pense que c'est vrai. Je crois que c'est... Je sais qu'ils ont annoncé la voix de Garfield, mais je sais plus à 100% si c'est Chris Pratt. Je crois qu'il a fait la voix... Je crois que lui c'est la voix de Mario. Ah, je sais pas. Écoute Margot, faut dire quelque chose. Moi je dirais en bois. Je crois que lui il fait Mario et c'est quelqu'un d'autre qui fait Garfield. Ben c'est vrai. Effectivement, Chris Pratt sera la nouvelle voix de Garfield. Il succède à Bill Murray et Frank Welker dans le rôle titre. Désolé Margot. J'avais pas entendu. Deuxième point pour l'équipe de Marine. Je sais plus qui c'est qui fait Mario alors. Deuxième info. Par contre j'ai pas l'info, je suis désolée. Bah, super. Deuxième info. Après The Last Duel, Ben Affleck et Matt Damon vont refaire équipe dans le casting du prochain Christopher Nolan. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? J'ai la réponse. Qui ça, pardon ? Ben Affleck et Matt Damon vont refaire équipe dans le casting du prochain Christopher Nolan. Non, ouais. C'est... Ouais. En bois. C'est faux. D'accord, ouais. En bois. Et effectivement, même s'il est vrai que Matt Damon a rejoint le casting d'Oppenheimer, son comparse ne devrait pas faire partie du casting du prochain Nolan. En revanche, Robert Downey Jr. et Emily Blunt ont rejoint Cillian Murphy au casting. Wow. Ça fait un point chacun. On est à 3 contre 2. Je suis pas sûre que ce soit sur la... Je crois que c'était encore un pour parler hier, mais... Eh bien, je te crois. Troisième info. Pour son premier rôle dans un film américain, Army of Thieves, Jonathan Cohen s'est inspiré de Kevin Costner dans Man of Steel. Est-ce que c'est vrai ? Comme Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'ai envie d'y croire quand même. Mais j'ai pas vu le film, du coup je sais même pas à quoi il ressemble dedans. Mais... Bon, Jonathan Cohen, globalement. Moi j'ai vu des news sur Jonathan Cohen, du coup je me dis qu'il y a moyen que ce soit vrai. Mais Kevin Costner dans Man of Steel...
Moi, je dirais que c'est vrai. Bah vas-y, on va dire que c'est vrai, mais... Pour nous, c'est faux. Mais effectivement, c'est faux. Oh merde. Même si Jonathan Cohen s'est bien aidé de Man of bien, Steel, ce bien. n'est pas du personnage de Kevin Costner dont il s'est inspiré, Mais de mais de Superman. celui de Russell Crowe. Ah non. Et notamment de la Ah. façon avec laquelle l'acteur néo-zélandais déclame un monologue. Un point de plus pour l'équipe de On se Marine. fait, Passé à bon. 4. Ouais, c'est pas Il va fini. falloir se réveiller là. Dernière info, le biopic sur l'abbé Pierre a trouvé son acteur principal, Benjamin Laverne. Oh, mais non, mais... J'en peux plus de ces questions. Ce serait drôle si c'était vrai. Ah, je pense que c'est en bois, c'est pas possible. Ouais. J'ai pas vu passer ça. Ok, non, j'ai pas vu passer Pourtant, ça. Benjamin Laverne est partout en ce moment, donc ça... Ça, ouais. Notamment pour une pub de dentifrice dans le film. Donc, Bon, on va dire en bois, non? Ouais, je pense. Et en bois. Eh bien, c'est vrai. Voilà. Oh putain. Je l'ai pas Le vu film du Les tout, ça 11 va. vies de l'abbé Ah, bah, ça Pierre va être sera drôle. réalisé par Frédéric Tellier, qui avait fait l'affaire Esquin. Et du Ok. coup, Benjamin Laverne est au casting. On reste Ma 4-2 pour l'instant. On passe au qui a dit. Je vais donner une citation, vous me retrouvez l'auteur ou l'autrice de cette citation. Il y a de l'émotion en voyant tout ça en ce qui me concerne. Voir ces gens enfiler ces costumes qui ressemblent à ceux que nous avons portés pendant toutes ces années, entendre la même musique, le même style et le même ton, mais ne pas en être. Forcément, c'est dur. Ce sera toujours un peu douloureux. Ah, je l'ai, mais... Ah. Je l'ai absolument pas. Attends. Tu peux la répéter? Il y a de l'émotion en voyant tout ça en ce qui me concerne. Voir ces gens enfiler ces costumes qui ressemblent à ceux que nous avons portés pendant toutes ces années, entendre la même musique, le même style et le même ton, mais ne pas en être, forcément c'est dur. Ce sera toujours un peu douloureux. C'est quelqu'un du coup qui parle d'une prochaine série qui va sortir et qui reprend une autre série dans laquelle Oui. cette personne a joué. Je sais... Mais ah, il n'est pas au casting de cette nouvelle série et ça le fait beaucoup souffrir. Et en fait, il a déclaré que ça allait être très dur pour lui de regarder ça. Parce que ça va être très nostalgique pour lui. ah, je l'ai lu, ce truc. C'est un acteur. Non. D'une des plus grosses séries de ces dernières années, quand même, à un moment donné, il faut se Ah ouais, réveiller. quand Hein. Citez-moi une grosse série de ces dernières années. Game of Thrones. Ouais, tout à fait. Oui, on Ah, est sur la ouais, bonne non. série en tout cas. Eh ben... Le spin-off qui va bientôt sortir. Un acteur de Game of Thrones qui ne sera pas dans cette série mais qui Jon aurait Snow. voulu. Oui. Donc Kit Kit Harington. Harington. Kit Harington, absolument. Ah ouais. Ouais, voilà. Bichette. Il a dit qu'il serait très triste et qu'il aurait beaucoup de mal à la voir. On passe à la Sherlock Holmes qui vaut 3 points. Je le rappelle, je C'est vais notre énoncer moment. un crime et vous me retrouvez à la rapidité. Attention, l'auteur ou l'autrice du crime. Ok. C'est uniquement le chef d'équipe qui Non, répond tout le monde Ok. peut répondre. Il faut juste aller le plus vite Ça possible. marche. Je suis mise en examen et accusée de viol par une femme de 23 ans avec qui j'entretiens une relation régulière. David, Elle n'a pas accepté. Ariana, Harry ou je sais pas Habitant. quoi là. Harry Ouais, Habitant. voilà. C'était dur. Harry Habitant, C'était absolument. dur. Jure Ouais. Elle n'a pas accepté la pratique sexuelle non conventionnelle entre guillemets que je lui proposais, mais je n'en ai pas tenu compte. Donc effectivement, Harry Habitant qui est mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, mais il nie l'accusation, déclarant que le rapport était consenti. Et Voilà. défendu par Cyril Hanouna. Mais bien sûr, comme toujours, voilà. En tout cas, 3 points de plus pour vous, l'équipe de Margot et Allez. Jonathan. Vous passez à 6 et vous prenez la tête de ce quiz. Et on arrive du coup à un quiz spécial, les journaux au cinéma. Ah, ça... Et nous commençons Eh ben, on est dans la avec la Qui c'est celle-là. Si je vous... Alors je donne un nom de personnage et Ok. vous devez retrouver le film dans lequel est ce personnage. Si je vous dis Gail Weathers. Ou à la française Gail Weathers. On doit retrouver le film dans lequel elle Eh était. ouais, dans lequel ce personnage est Ce présent. personnage Morning est- Glory. Non. Oula. Je sais pas. Je vous donne un premier indice, duo avec un policier. Journaliste et policier. Donc c'est Oh une là. femme, Gail Weathers, Ouais. et du coup une journaliste, qui est en duo avec un policier dans les films dans lesquels elle est présente, Ah ouais. puisque c'est une saga. Une saga avec un policier et une genre. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, elle est mariée à cet acteur qui joue le policier. Ah Et ce sont des films d'horreur. Scream... Ah Alors c'est vraiment, Scream, t'as raison, hein, t'as juste, Jonathan. C'est- Friends. Comment elle s'appelle, l'actrice? Ah, Jennifer Aniston. Non, l'autre. Courtney Courtney Cox. Cox, oui. Il fallait juste me dire le film de toute façon, donc tu sais, Ah, t'as c'est raison. Scream. Oui, Ah, oui. Scream 2, Scream 3, Scream 4, Ok. effectivement, mais du coup la saga Scream, absolument. Que j'ai totalement. 7 points pour l'équipe de Margot. On passe à une réplique, un film. Dans quelle œuvre peut-on entendre cette réplique? Take her away, Ian. Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride. Harry Potter 3. Ouais, t'as le titre entier? Le prisonnier d'Azkaban. Absolument. Harry Potter et le prisonnier Ah, la d'Azkaban, honte. dans lequel on voit Sirius Black faire la une et crier sur la gazette du sorcier. Et on passe
à 8 points pour l'équipe de Margot, et au résumé raté, écrit par Gaël cette fois-ci. Donc je donne un résumé raté dans sa définition, donc très très laconique, et vous devez retrouver le film. Je commence. Une femme blanche, âge moyen, n'est pas au top de sa forme. Malgré cela, et avec beaucoup de persévérance, elle décide de tenir le coup et d'avancer. Non. Loin d'être bête comme un pied, elle fait le choix de suivre sa propre thérapie pour soulager son passé. Entre introspection et affrontement de ses démons, elle fait des pieds et des mains pour exprimer à ses proches ses angoisses, ses colères et son envie de changer les choses. Bien que ces derniers ne pensaient pas qu'elle remettrait un jour les pieds ici, ils l'attendent de pied ferme et sont prêts à se décharger de toute culpabilité. Mais la jeune femme travaille d'arrache-pied et arrive à briser la glace avec tous ses proches. Et ça, c'est vraiment le pied pour elle. Loin de lever le pied dans sa démarche thérapeutique, la femme décide d'aller voir la personne qui lui a fait le plus de mal dans un plein pied, qui allait pourtant la rendre heureuse et faire d'elle l'épouse de rêve. Mais ça, c'était avant qu'on ne la massacre en laissant la tueuse à gage pour morte et avec l'envie de se venger et de tuer Bill. Kill Bill. Bah oui, Kill Bill, absolument. Une histoire de vengeance. Et c'est où le journalisme là-dedans, du coup? Elle tient un journal intime très particulier dans lequel elle liste les personnes qu'elle veut tuer. Ah oui, Ouais, c'était un vraiment très bon résumé raté. Hein. Ah bah c'est Gaëlle, elle est très forte à ça. Et du coup, vous passez à 9. On arrive au jeu des synonymes, donc je vais donner un titre dont tous les mots ont été remplacés par des synonymes. Vous devez trouver le titre original du film. Si je vous dis réceptacle sombre. Réceptacle sombre. Puis noir. La meuf qui dit n'importe quoi, c'est même pas. T'as un mot sur deux qui est carnet noir, non? Non. Réceptacle. Faut un synonyme de réceptacle quand même. Objet noir, plateau noir, verre noir. Boîte noire. Boîte noire. Absolument. Dans lequel le personnage de Pierre Ninet collabore avec une journaliste afin de faire éclater la vérité. Moi j'ai tenté des trucs. Vous passez à 10, l'équipe de Margot. On arrive à Merci le Québec. Je vais donner un titre en québécois. Vous devez retrouver le titre original. Si je vous dis Le Rôdeur. Wow. Truc de Le Rôdeur. C'est un film sur le journalisme, absolument. Un film même Spotlight. de... non. On traduit en français. Là, c'est un titre anglais. Un titre original. Enfin, en France, on le connaît sous un titre, un mot anglais. Tu peux redire le mot? Le Rôdeur. Zodiac. Non. Mais t'as le bon acteur. C'est... Enfin, je crois. Oui, c'est le même acteur. Ah ouais, mais attends. Lequel? Est-ce que ça peut être... J'ai pas vu The Jake Guilty, Gyllenhaal. mais est-ce que... Oui. Le Rôdeur, Jake Gyllenhaal. Je sens que... Démolition. oui. Non. Non, je sais. Vas-y. C'est le truc Night Call? Absolument. Ah bah oui. Night Call de Dan Gilroy avec Jake sacré film, Gyllenhaal. ça. Vous passez à 11. On arrive au film qui baise ensemble, qui a également été écrit par Gaël. Ça va être dur, ça. Donc je fais le résumé de deux pitchs de films mélangés et vous devez retrouver le titre qui mélange les deux vrais titres de ces films. Toujours compliqué à expliquer, mais voilà. Je commence. Un homme est laissé pour mort sur une planète du système solaire, mais malheureusement, ses habitants débarquent et veulent détruire son monde. Il devra survivre en racontant son histoire via journal vidéo, tandis que la panique règne aux États-Unis, les extraterrestres voulant détruire la planète Terre. Oh là là. Oh là là. Un homme est laissé pour mort sur une planète du système solaire. Vous les connaissez, pas, le système solaire, ça va. Mais malheureusement, ses habitants débarquent et veulent détruire son monde. Seul sur Independence Day? Non, t'en as un sur deux qui est bon. Ouais, seul sur Mars. Et d'ailleurs, il te manque un mot dans ton titre en plus. Seul sur Independence Day, il manque un mot. Seul sur Independence Mars Day. Bon, t'as un film sur deux qui est bon. Mais Okay. l'autre est pas bon. L'autre, c'est plutôt cette partie. La panique règne aux États-Unis, les extraterrestres voulant détruire la planète Terre. Seul sur la guerre des... Seul sur Mars Attack, oui. Seul sur Mars Attack, absolument. Seul sur la guerre. Moi, j'étais à la guerre des mondes, du coup. C'est ça. Dans Seul sur Mars, c'est la question d'un journal vidéo, et dans Mars Attack, on suit l'évolution de l'arrivée des aliens grâce à des journaux papier et télévisés avec Michael J. Fox qui interprète un journaliste prétentieux. Vous passez à 12. On arrive au pas tourné, question, maclure, proposition. Chacun peut donner une proposition. Parlons toujours journaux, mais journaux télévisés, ou plutôt JT. Lequel ou laquelle de ces présentateurs ou présentatrices est apparu le plus de fois dans un film pour jouer son propre rôle? Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut, David Pujadas, Julien Bugier, Laurence Ferrari. Lequel est apparu le plus de fois en jouant son propre rôle dans un film? Je les répète, Claire Chazal, Jean-Pierre Pernaut, David Pujadas, Julien Bugier, Laurence Ferrari. JP. JPP, je vois bien. Hein. Ouais. Ah ouais. JB, vous l'appelez JB, vous? Non, ouais. Ah ouais, JPP. Non, non, je dirais plus Claire Chazal, moi. Ok, de toute façon, c'est les deux dinosaures de TF1, donc... Donc, le... Claire Chazal, peut-être. Claire Chazal à gauche. JPP. Jean-Pierre Pernaut à droite.
Eh bien, vous avez raison, c'est Claire Chazal. Avec 15 films, notamment La Petite Famille, Mais qui a retué Pamela Rose, Les Profs, Star 80, etc. Que de la qualité. Vous passez à 13. Jean-Pierre Pernaut, en comparaison, il a paru 7 fois. Notamment dans Les Touches 30. On passe au casting 5 étoiles. Je vais énoncer le casting d'un film. Vous devez retrouver le film qui a ce casting. David Koepp, Ron Perkins, Rosemary Harry, Elizabeth Banks, Octavia Spencer, Willem Dafoe, J.K. Simmons, James Franco, Kirsten Dunst, Tobey Maguire. Oh bah alors dis donc. Spider-Man. Oui. Wow, vous m'avez fait quand même Maguire quand même Spider-Man absolument. Justement, mais les autres non. Dans lequel Peter Parker est donc journaliste et propose des photos au journal Daily Bugle. Vous passez à 14, l'équipe de Margot. On arrive à la dernière musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Truc de journaliste du coup. Ouais. Spotlight. Non. Je tente à chaque fois. Premier indice, ça parle beaucoup de négatifs photos. Le personnage gère des négatifs photos dans ce magazine. Attends, ces paroles là. Oui. Et ce personnage est en quête d'identité tout au long du film. En tout cas, il suit un autre journaliste qui est beaucoup plus famous que lui, qui est joué par Sean Penn. Ah, j'ai pas vu alors. Non, non plus. L'acteur principal de ce film, c'est Ben Stiller. Ah, Walter Mitty. Alors, le la vie privée de Walter Mitty. La vie très privée de Walter Mitty. Non, non, c'est La vie rêvée. La vie rêvée, pardon. De Walter Mitty. J'ai mangé des films. Du coup, il joue quelqu'un qui travaille pour le magazine Life et qui gère les négatifs photos. Vous passez à 15, équipe de Margot. On arrive au duel time. Du coup, Margot, tu es chef d'équipe et tu es en tête. Donc tu vas pouvoir choisir entre les deux thèmes, à savoir cahier du cinéma ou une de journal. La une. Cahier du cinéma? Non, la une. Ah, la une du journal. La une du journal. Très bien. Laquelle de ces unes The French Dispatch, dessinée par Javi Aznarez pour le film, n'existe pas? Écoute bien ce que je vais te dire, parce qu'il n'y a pas d'image. Ah, forcément, parce que ça c'est vrai. Celle qui montre un couple de voleurs braquer une boulangerie pour voler toutes ses baguettes. Celle qui montre une flopée de chats de toutes les couleurs sur les toits de Paris, parcourus par un serveur tenant des soupes fumantes. Celle qui montre une bande d'enfants déchaînés poursuivant en hurlant une poule que le cuisinier du resto d'à côté a laissé s'échapper. Ou celle qui montre un homme en habit d'hiver faisant du patin à glace sur l'océan, slalomant entre des baigneurs surpris. Parmi ces propositions, il y en a 3 qui ont été dessinées par Javi Aznarez et qu'on voit dans le générique du film. Et il y en a une qui n'existe pas. Et qu'on voit dans le magazine. Là, Margot, je te surveille. Non. Donc, je te les rappelle brièvement, il y a les braqueurs de boulangerie, les chats sur les toits avec le serveur, la bande d'enfants qui chasse une poule que le resto a laissé s'échapper, ou le gars qui fait du patin à glace sur l'océan entre les baigneurs. Il va falloir me donner une réponse. Je me rappelle pas de la une, donc je vais dire les braqueurs de boulangerie. Ouais. Mais je note. Du coup, Marine, tu as la question cahier du cinéma. Yes. Question. Lequel de ces 7 réalisateurs n'a pas commencé comme critique dans les cahiers du cinéma? Maurice Pialat, François Truffaut, Éric Rohmer ou Claude Chabrol? Je sais. Rohmer, je pense. Vas-y, Rohmer. Très bien, Rohmer, je note. Je m'attendrai les autres. Alors, Margot. Oui. Les braqueurs de boulangerie existent. Je suis désolée. Et je sais pas si on va les voir à l'écran apparaître, mais en tout cas, ils violent toutes les baguettes. Les chats existent aussi. Oui. Et le gars qui slalome sur l'océan là. Par contre, les enfants qui courent après une poule n'existent pas. Par contre, il y en a une où c'est le cuisinier qui court après une poule. J'ai un peu modifié. Je suis désolée. Du coup, vous perdez 5 points, vous tombez à 10. Ok. Marine, Truffaut, Chabrol étaient critiques. Et Rohmer aussi. Ouais, en fait, la nouvelle vague finalement. Par contre, là n'a jamais été critique pour laquelle du cinéma. Je suis désolée. Vous tombez à -1. -1. Oui, désolée. Mais du coup, victoire de l'équipe de Margot pour ta première animation. C'est bien joué. Bravo à vous. Ben merci beaucoup Marie pour ce quiz. On va donc pouvoir conclure cette émission. L'émission touche bientôt à sa fin. J'en profite donc pour remercier la merveilleuse équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Les petits Sam, Marine, Jonathan et Marie. Sans oublier nos techniciens professionnels Arnaud et Déborah accompagnés de Simon.
Merci Simon également pour l'interview que tu as réalisée en compagnie de Raphaël et Antoine. On rappelle que La Fracture est toujours en salle et au vu des critiques, on vous le conseille pas mal. Si l'émission vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube et toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine au programme, vous retrouverez donc 3 films. Les Éternels, nouveau film Marvel réalisé par Chloé Zhao, Les Olympiades de Jacques Audiard et Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, un documentaire de Michel Leclerc. D'ici là, n'oubliez pas que ce week-end se tiendra la 16e édition du 48 heures Homemade Edition. Pour s'intéresser, le rendez-vous est vendredi soir à 18h30 au bâtiment D de l'université Paul Valéry. Si vous ne connaissez pas trop le concept, que vous soyez seul ou en équipe, vous avez un week-end pour réaliser un court-métrage. Toutes les informations sont sur notre page Facebook, donc n'hésitez pas à faire un tour. On vous attend nombreux. Je pense qu'on a assez eu de Wes Anderson, de Edgar Wright pour la soirée, et puis on a suivi toute une discussion avec Catherine Corsini. Alors je propose qu'on change totalement d'horizon, et à l'occasion de la sortie du documentaire de Maxence sur YouTube, je vous propose de découvrir le premier morceau de ce nouvel album intitulé Tout est trop beau. D'ailleurs l'album sort dans 2 jours, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bonne semaine à vous, The Cinema Show, c'était tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, et c'est encore un peu maintenant. Dernier
Mais c'est toi que je veux revoir.